Ce que comprend Galilée, c'est que si on veut connaître la nature en profondeur, il faut commencer par admettre le caractère inessentiel des qualités sensibles que possèdent les choses. Les choses ont des propriétés, et parmi ces propriétés, il y en a qui n'ont pas d'importance. Par exemple, le bleu du ciel, le caractère serein ou menaçant d'un paysage, la suavité des odeurs, la poésie des ciels d'avril, la beauté des formes, toutes ces qualités ne constituent en définitive qu'une apparence. Elles ne sont pas dans les choses mêmes, mais elles sont seulement produites sous forme de sensations ou d'impressions par l'interaction que nous avons avec les choses. Il y a une très belle phrase, il dit par exemple « Quand une plume me touche les narines, cela me titille. Mais cette titillation est tout en moi et non dans la plume. » Et donc il faut se garder d'attribuer aux choses les propriétés que nos sens nous disent qu'elles ont. Et ces propriétés-là sont accidentelles, contingentes, changeantes, elles dépendent des circonstances, elles ne prennent corps que dans nos subjectivités respectives, de sorte que nous ne pouvons pas former à partir d'elles des propositions scientifiques, c'est-à-dire rigoureuses et universelles. Et donc il y a tout un pan de la réalité auquel il faut cesser de s'intéresser quand on fait de la science. Et c'est d'ailleurs parce que, avec Galilée, la physique limite ses ambitions qu'elle devient efficace. La physique d'Aristote n'avait pas limité ses ambitions. Aristote explique tout, en invoquant notamment des causes finales. Galilée dit non, plus de causes finales. On ne s'intéresse pas sur la fin des choses. On s'interroge simplement sur la bonne façon de décrire les processus, le comment, et on le fait en toute humilité, en donnant à la science des ambitions limitées. Et c'est cette humilité qui va rendre la physique efficace, contrairement à celle d'Aristote qui était totalisante et inefficace. Et ce que Galilée ajoute, c'est que si on s'intéresse non plus à ces propriétés contingentes et accidentelles, mais à ce qu'on pourrait appeler l'essence même des choses, alors nous disposons, pour connaître l'essence des choses, d'un mode de connaissance capable de nous livrer des vérités rationnelles, susceptibles de s'imposer à tout esprit. Et ce mode de connaissance exact et idéal, ce ne sont pas les livres déjà écrits qui le prescrivent, ce ne sont pas les théories enseignées qui le disent, ce n'est pas non plus l'observation du monde, aussi attentive soit-elle, qui le montre. Ce mode de connaissance exact et idéal, ce sont les mathématiques. Et l'idée absolument géniale de Galilée, c'est l'idée que la nature, le livre de la nature, comme il dit, est écrit en langage mathématique. Et il utilise comme symbole des mathématiques des figures géométriques, le cercle, le triangle, etc. Il ne pense pas à l'algèbre, qui sera la voie la plus féconde par la suite, mais il a cette idée incroyable que pour comprendre l'essence des choses, il faut en passer par les mathématiques. Et ces mathématiques permettent d'exprimer par le biais d'équations les relations qui existent entre un petit nombre de variables pertinentes qu'il aura fallu judicieusement choisir et qui permettent de formuler des lois qui seront ensuite validées ou invalidées par des expériences. Et c'est cette façon très singulière d'envisager la nature, c'est même une méthode a priori folle. Quand vous regardez le monde qui vous entoure, l'idée que ce monde puisse être dit par des équations paraît absurde. Et Galilée la formule, sans d'ailleurs l'utiliser lui-même vraiment, puisqu'il sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le père d'aucune véritable théorie scientifique. C'est Newton qui, le premier, formalisera sous la forme d'équations une théorie de la gravitation et puis la mécanique, d'une façon qui est encore aujourd'hui opératoire. Ce que je veux dire, c'est que cette façon singulière d'envisager la nature va faire de la physique moderne, et elle est moderne à partir de ce moment-là, une discipline capable de comprendre les phénomènes les plus intimes de l'univers,
de conquérir des territoires qu'aucune autre démarche de connaissance n'avait même foulés, et d'établir des résultats parfaitement inédits.